2 minutes et nous commencerons. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Comprendre le comportement du consommateur. Ce séminaire se tournera autour des processus d'achat et vous découvrirez bien sûr plein d'autres sujets et points essentiels dont Dr Abdelwahab Dejbari les discutera, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Abdelwahab. Dr Abdelwahab, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci, notre Baraka. Donc, je vous remercie de programmer cette conférence sur ce thème dans le monde du marketing et du management généralement, intitulé Comprendre le comportement du consommateur. Bien sûr, il est essentiel de connaître les besoins du consommateur pour définir une offre qui répond à ses attentes. Au-delà, il est aussi très important de comprendre les facteurs qui vont déterminer ces choix. Bien sûr, une bonne connaissance de la personnalité des clients et du contexte dans lequel ils évoluent permettent plus facilement d'influencer leur comportement et de bien les accompagner Euh, dans leur acte d'achat. Docteur, le son Oui, n'est pas très clair, ça bug chez vous. Si vous pouvez vérifier la connexion, si elle est bonne ou non. d'accord, oui. Donc, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est mieux maintenant. Très bien.
Donc, qu'est-ce qui pousse un client vers un produit ou un service plutôt qu'un autre? Donc, répondre à cette question n'a rien d'évident. Le comportement du consommateur dans beaucoup de cas ne s'inscrit pas dans les logiques rationnelles se résumant au meilleur rapport qualité-prix. Donc, de nombreux autres facteurs entrent en ligne de compte et ont trait à la psychologie humaine, aux ressentis, aux émotions, etc. Donc, en apprenant à jouer avec ces variables, en vous approchant autant que faire se peut de votre client, vous trouverez les leviers pour atteindre de meilleurs résultats. Généralement, ça c'est cette introduction, bien le background de notre conférence, bien séminaire d'aujourd'hui. Donc, le comportement du consommateur définit les réactions d'un individu dans un environnement commercial. En étudiant les processus influençant le choix, l'achat, l'utilisation ou l'abandon d'un produit ou d'un service par le consommateur. On peut mieux comprendre ses besoins et ou bien répondre plus efficacement. Donc, on va commencer par cette petite introduction. Les consommateurs sont différents en termes d'âge, de goût, de sexe ou encore de classe sociale. Ils prennent des décisions en rapport avec leur environnement immédiat et leurs choix sont largement influencés par des facteurs personnels, psychologiques ou sociologiques. Afin de faciliter la tâche d'identification des besoins, les gestionnaires ou bien les managers utilisent des modèles de comportement qui schématisent le processus de prise de décision. Donc, en analysant le comportement du consommateur, il s'agit d'essayer de comprendre les réactions d'un client acquis ou potentiels face à un ensemble de stimuli soutenant la relation que l'on entretient avec lui. En comprenant ce qui active un comportement d'achat en magasin ou en ligne. Attention, maintenant, nous sommes dans le e-marketing, c'est-à-dire le marketing électronique ou bien marketing digital. Donc, il y a aussi le comportement du consommateur digital ou bien électronique. On peut trouver des leviers d'amélioration de l'expérience qui lui est proposé, activer la vente ou encore renforcer la relation. Donc, l'étude du comportement du consommateur est un vaste domaine. Elle s'appuie sur les besoins primaires de chacun, intègre les principes fondamentaux de la psychologie, joue sur les émotions et les ressentis. Premièrement, on va commencer par le processus de décision d'achat. Donc, nous avons les étapes, les quelques étapes de processus de décision d'achat. Avant de détailler dans ce chapitre, il y a plusieurs modèles marketeurs, par des économistes, des psychologues. Les plus connus, c'est le modèle AIDA, A-I-D-A, Awareness, Interest, Decision, Action. Mais maintenant, on va essayer de connaître les principales étapes dans le processus de décision d'achat. Donc, la prise de conscience d'un besoin, et je pense qu'il est très connu dans le monde du management et du marketing, le pyramide de Maslow, Scale of Needs, ou le Pyramid of Needs d'Abraham Maslow. L'exemple de cette étape, c'est besoin d'acheter un nouveau portable. Donc,
la prise de décision, la conscience, besoin d'acheter. Deuxième étape, c'est recherche d'informations. L'exemple de cette étape, c'est visite de magasins, amis, publicité, etc. Troisième étape, c'est évaluation des options. L'exemple, c'est comparaison, réflexion et les plus suivants, bien sûr. L'étape suivante, c'est la décision d'achat. Et l'exemple, c'est le choix et acquisition du produit. Et cette étape, c'est l'étape essentielle, c'est la décision d'achat, c'est-à-dire le consommateur a décidé d'acheter tel ou tel produit ou bien tel service. Et bien sûr, il y a l'attitude post-achat ou bien le comportement post-achat, c'est-à-dire après l'achat. Et l'exemple soit satisfaction ou bien déception. Donc, dans le cas de satisfaction, nous avons parlé sur la fidélité, hein, un client fidèle, c'est-à-dire un client satisfait, et la déception, le consommateur ou bien l'acheteur va chercher d'autres informations, c'est-à-dire va chercher des informations dans les produits des concurrents, ou bien dans autre endroit, ou bien autre magasin. Premièrement, prise de conscience du besoin. L'achat est le résultat d'un processus de décision dont l'origine est le besoin. Ce besoin peut être révélé par une communication publicitaire, par un membre d'entourage, par exemple le membre de la famille, les amis, etc., recommandation d'un produit ou d'un service. Donc, tout ce sont des, si vous voulez, des incitations d'achat ou bien de consommation. Pour satisfaire ce besoin, il y a plusieurs options possibles, produits, marques, points de vente, etc. C'est à ce stade que les stimulus comptent, il faut se démarquer, étonner, innover, séduire, etc. Donc, ici, c'est le rôle du marketeur ou bien le rôle des hommes de marketing, ou bien la publicité, ou bien la force de vente, etc. Deuxième étape, c'est recherche d'informations. C'est une étape importante car le plus souvent, les achats comportent une part de risque. Le client va prendre conseil auprès des sites Internet, de magazines, d'amis, de membres de famille, des collègues, etc. Il en arrive à une liste d'options possibles. Donc, c'est une phase de recherche d'informations. L'étape suivante, ou bien la troisième étape, c'est l'évaluation des différentes options. Toutes les possibilités vont être évaluées à partir de critères de décision fixés par l'acheteur, entre parenthèses, prix, la notoriété de la marque, les garanties, durée de vie, hein, les services après-vente, etc. L'étape suivante, c'est la décision d'achat, c'est l'étape importante. Le client retient une des options et donc encore aux autres. Et le comportement post-achat, c'est le client est satisfait, il y a de fortes chances qu'il rachète, voire qu'il devienne fidèle et qu'il recommande la marque. Et ça, c'est l'objectif du marketing, c'est comment fidéliser la clientèle actuelle et bien sûr la clientèle potentielle. Donc, facteurs influençant le processus, l'implication du consommateur qui dépend, importance accordée à l'achat du produit, de la valeur, entre parenthèses, perçue du produit, du risque perçu par le consommateur. Attention, en marketing, nous avons ce qu'on appelle des gap analysis, c'est-à-dire
la différence entre tout ce qui est perçu et attendu de ce produit ou du service. Donc, la différence entre tout ce qui est perçu et attendu, c'est des gaps et on va essayer de limiter ce gap-là. Donc, nous avons aussi l'expérience du consommateur. Il y a une chose très importante, c'est la fréquence de l'achat. La fréquence de l'achat, c'est un indice de fidélité, hein, parce que le client fidèle a une fréquence d'achat très élevée, et bien sûr l'expertise de l'acheteur. Maintenant, les 4 types de processus d'achat. Donc, nous avons 4 types réfléchis, semi-automatique, automatique ou de routine et d'impulsion ou spontanée. Donc, le premier type d'achat, c'est l'achat réfléchi. Ce modèle, dans son intégralité, parmi ses caractéristiques, c'est recherche d'informations poussée et recherche d'informations peu poussée. Donc, valable quand c'est pas de préférence forte pour une marque, critères de décision peu clairs, et l'exemple c'est produits impliquants et peu connus, tels que l'automobile par exemple. Deuxième type d'achat, c'est l'achat semi-automatique. Ce modèle, dans son intégralité, et parmi ses caractéristiques, c'est recherche d'informations peu poussée, valable quand pas de préférence forte pour une marque et bien sûr critères de choix déjà définis. L'exemple ici, c'est un achat d'une requête ou bien raquette de tennis par exemple, hein, les jeux des enfants, etc. Troisième type, c'est l'achat automatique ou de routine. C'est le passage direct entre la reconnaissance du besoin et l'achat. Parmi ces caractéristiques, c'est l'achat programmé et valable quand et valable avec forte expérience ou bien produit peu impliquant. L'exemple, c'est majeure partie des achats alimentaires ou bien généralement, c'est les produits agroalimentaires. Le dernier type d'achat, c'est impulsion ou spontané. C'est un passage direct entre la reconnaissance des besoins et l'achat. C'est un achat non prémédité, grande importance des facteurs situationnels et l'exemple, c'est l'audition d'un disque sur le lieu de vente. Attention, maintenant, il y a ce qu'on appelle le sensory marketing ou bien le marketing sensorial, c'est-à-dire comment impliquer les 5 sens dans le marketing. Les intervenants dans le processus d'achat. Donc, l'acheteur n'est pas le seul acteur dans le processus d'achat. Il peut ne pas être le consommateur du produit ou subir des influences d'autres acteurs. Les intervenants directs, le consommateur ou l'utilisateur, il peut avoir un rôle direct par ses conseils avant l'achat. Attention, il y a une remarque ici. On dit consommateur lorsque on parle de marketing, c'est-à-dire final, bien l'achat final. Mais on utilise le mot utilisateur dans le marketing industriel. Le marketing industriel, on ne peut pas dire un consommateur, on dit utilisateur. Le prescripteur, c'est celui qui prend la décision pour le compte de l'acheteur ou qui recommande fortement le produit. L'influenceur, l'entourage direct par des conseils par effet d'imitation, etc. Généralement, dans les familles, l'influenceur, c'est les enfants. On peut remarquer aujourd'hui dans les publicités orientées vers les familles, par exemple, des yaourts, des fromages, des produits alimentaires. L'influenceur, c'est les enfants ou bien les femmes au foyer. Donc, le message publicitaire cible
si public, c'est-à-dire les enfants, les femmes au foyer, les mamans, etc. Les intervenants dans le processus d'achat, la suite, les stimuli marketing. Hein, on parle ici sur la publicité, la promotion des ventes, la force de vente, le packaging, hein, l'emballage, hein, entre parenthèses, les publications, etc. Au niveau cognitif, ce que je sais, l'action marketing a pour rôle d'informer le consommateur, d'intégrer la marque dans le champ de ses possibilités d'achat. Deuxième niveau, c'est au niveau affectif, ce que je pense. Il s'agit de provoquer une attitude positive du consommateur vis-à-vis de la marque. Au niveau cognitif, ce que je suis prêt à faire, le marketing tente d'agir sur le comportement du consommateur, c'est-à-dire achat, réachat, fidélisation, etc. L'acte d'achat est une expression, une communication, et donc, par ses choix, l'acheteur révèle qu'il est âge, ou bien sexe, revenu, culture, goût, personnalité, etc., et quel est son environnement. Le comportement d'achat est caractérisé par sa complexité, sa variabilité et sa diversité. Ici, il y a une différence entre acheter une voiture et acheter, par exemple, un chocolat. Donc, l'achat d'une voiture, c'est un achat complexe, mais l'achat d'un chocolat, c'est un achat simple. La variabilité et la diversité, c'est le nombre d'intervenants dans le processus d'achat. Ces caractéristiques découlent de la multitude des facteurs qui influencent le comportement. Nous avons les facteurs individuels. Les facteurs individuels, le premier exemple, c'est les besoins. Nous avons parlé sur le pyramide de Maslow. Hein. Tous, je pense, connaissent ce modèle, le modèle de pyramide ou bien le scale of needs. Donc, dans la base, nous avons les besoins physiologiques. Après les besoins physiologiques, nous avons les besoins de sécurité et besoins d'appartenance, les besoins sociaux, les besoins d'estime de soi et de reconnaissance. Donc, un besoin est une sensation de manque éprouvée par un individu et qui le pousse à agir. Les besoins sont limités à ne pas confondre avec des désirs qui sont illimités. Donc, il y a une différence entre besoin et désir. In English, we say needs, wants and desires. Donc, les besoins sont limités, comme les lettres, hein, le nombre de lettres, c'est limité, donc, mais les désirs sont illimités. Un même besoin peut être satisfait de différentes façons. Tout acte d'achat est l'expression d'un ou bien plusieurs besoins. Donc, maintenant, on va essayer de parler sur la pyramide des besoins, bien la pyramide de Maslow. Donc, la base de cette pyramide, c'est les besoins physiologiques. L'exemple, c'est de manger, besoin de manger, de se reposer, hein, dormir, etc. Après, nous avons les besoins de sécurité, à sentir à l'abri des dangers. Puis, nous avons les besoins d'appartenance. L'exemple, c'est se sentir membre d'un groupe. L'estime, reconnaissance des autres. Et enfin, l'accomplissement. L'exemple, c'est réaliser quelque chose. Donc, ça, c'est la pyramide de Maslow, ou bien Scale of Needs ou Pyramid of Needs. Maintenant, l'application du concept en marketing.
identifier l'ensemble des besoins auxquels l'offre de l'entreprise correspond et les intégrer dans la stratégie marketing. L'exemple, par exemple, ici, les vêtements peuvent satisfaire à la fois un besoin physiologique, se protéger du froid, s'habiller, et un besoin d'appartenance, s'habiller comme les autres adolescents, comme les autres cadres supérieurs, par exemple. Un besoin d'estime, le vêtement peut inspirer d'admiration des autres. Tous ces éléments seront intégrés dans les actions marketing, c'est-à-dire publicité, aménagement du point de vente, conception de produits, etc. Deuxième facteur individuel qui influence l'achat, c'est la perception. C'est par lequel un individu choisit, organise et interprète des éléments d'information externes pour construire une image cohérente du monde qui l'entoure. Deux individus dans une même situation objective peuvent réagir différemment selon la façon dont on perçoit l'environnement. Trois mécanismes expliquer les différences, l'attention sélective, la distorsion sélective et la rétention sélective. L'attention sélective implique qu'il est difficile d'attirer l'attention des consommateurs car un stimulus a davantage de chances d'être remarqué par un individu lorsqu'il concerne un besoin qu'il éprouve, lorsqu'il s'attend à ce message ou lorsqu'il est fort en activité. La distorsion sélective, tout individu utilise des qui conditionnent l'interprétation d'un stimulus externe. La distorsion sélective est un mécanisme qui pousse un individu à donner l'information reçue afin de la rendre plus forte à ses attentes. Et réponse sélective et sélective, l'individu oublie une partie de ce qu'il apprend. Par ce mécanisme, il va garder en mémoire l'information et supporte ses convictions. Ayant la faculté d'être sélective, c'est-à-dire de filtrer les éléments pour n'en retenir certains. La perception est sous l'influence de certains facteurs tels que l'image de soi, le risque perçu, etc. De ce concept. Des applications en marketing de perception. La perception, c'est une les motivations et les Docteur Abdelwahab sera bientôt disponible. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Vous pouvez bien sûr suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Docteur Abdelwahab, de retour avec vous. Merci, Malek. Désolé, je pense qu'il y a un problème de connexion. Hein. Donc, les motivations et les freins. Donc, on va essayer d'expliquer ce point-là. Donc, nous avons les motivations rationnelles,
agissent sur l'acheteur qui cherche avant tout à satisfaire un besoin objectif qu'il lui est facile de préciser, et bien sûr les motivations psychologiques, hein, motivation hédoniste, désir de se faire plaisir, et motivation oblative, désir de se faire plaisir à l'autre, et motivation d'auto-expression, désir de s'exprimer. Donc, nous avons trois types de motivation psychologique. Motivation hédoniste, c'est-à-dire désir de se faire plaisir. Motivation oblative, désir de faire plaisir à l'autre. Et motivation d'auto-expression, désir de s'exprimer. Nous avons ici cet exemple de publicité de la banque Société Générale. Donc, je vous demande au public, quelle est la motivation ici dans cette publicité? Quel type de motivation ici? Attention, est-ce qu'il est hédoniste, c'est-à-dire désir de se faire plaisir, ou bien motivation oblative, désir de faire plaisir à l'autre, ou bien motivation d'auto-expression, désir de s'exprimer? Donc, nous avons l'exemple de cette publicité de la banque française Société Générale. Vous pouvez écrire dans le bois de dialogue quel type, hein, de motivation ici. Assirari écrit oblatif. Merci Assirari. Encore. Quel est le type de motivation? Catherine. Donc, pour Merci. ceux qui veulent répondre à la question, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, on a une première réponse, je pense. Oblative, Assirari. Motivation oblative, Catherine. De faire oui, plaisir à l'autre. À l'autre. Donc, essayez de concentrer sur cette publicité. C'est une publicité des services d'épargne solidaire. Épargner 1 euro, c'est-à-dire épargner et donner en même temps 1 autre. Donc, quelle motivation utiliser dans cette publicité de Société Générale? Très bien, Catherine. Très bien, Catherine a dit de faire plaisir à l'autre. Bien sûr, c'est épargner, c'est une campagne publicitaire de ce banque français d'épargne, c'est-à-dire service d'épargne solidaire, bien sûr, c'est oblative, motivation oblative. Donc, on va essayer de voir autre exemple. Vas-y. Quelle motivation ici dans cette publicité? Bien sûr, c'est une publicité de confiture de fraises. Quelle motivation dans cette publicité? Le publicitaire, Donc, pour ceux qui veulent... pour votre C'est pas une santé, question? pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. C'est le message publicitaire message publicitaire dans cette publicité. Bon maman, c'est toi que j'aime tant. Quel type de motivation, d'après vous bien sûr, de ces publicités? Nous avons une réponse d'Azra. Hédoniste, motivation hédoniste. Très bien. Très bien. Je pense qu'il y a une autre réponse. D'accord, on va la voir. Bien sûr, tout le monde est invité à répondre, soit en écrivant sur le chat, soit en levant la main. Oui, c'est motivation hédoniste, Baho. Bao. Très bien. Très bien, Bao. Très bien. Merci, Adra. Hédoniste. Assirari. Oui. C'est juste, oui. Donc, motivation hédoniste, oui. Hachim, hédoniste. Oui, merci, Hachim. Donc, motivation, ici, c'est hédoniste.
Mohamed, oui, exactement. Hédoniste. Merci, Mohamed. On peut voir autre publicité. Hein, c'est une publicité. Hein, on peut voir ici discount.com. C'est une publicité de PC de la marque HP, Hewlett Packard. Donc, on peut voir ici les caractéristiques techniques de ce micro-ordinateur, le prix d'achat et le message publicitaire ici, c'est aussi pro que perso. Donc, quelle motivation utiliser dans cette publicité? Pour ceux qui veulent répondre, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Qui va répondre? Vous pouvez répondre à la question soit en écrivant sur le chat, soit en levant la main. Juste un rappel, donc on peut voir ici les trois types de motivation ici. Donc, motivation hédoniste, désir de se faire plaisir. Oblative, désir de se faire plaisir à l'autre. Et motivation auto-expression, désir de s'exprimer. Ou bien motivation rationnelle. Motivation rationnelle, c'est-à-dire agir sur l'acheteur qui cherche avant tout à satisfaire un besoin objectif qui lui est facile à préciser. Donc, on peut voir dans cette publicité quelle motivation utilise l'annonceur ou bien oblatif. Mohamed, oblatif. Autre réponse? Mohamed, merci Mohamed. Oblatif, oui. Autre réponse? Quel type de motivation utiliser dans cette publicité? Donc, pour ceux qui veulent répondre, vous pouvez bien sûr soit lever la main, soit écrire sur le chat. Les deux premiers, Azra. Azra, oui. Azra, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les deux, hein, oblatif et hédoniste? Donc, justifiez votre réponse, Azra. Le premier, auto-expression, Asirari. Asirari, oui. Très bien. Le premier Allez, tout le monde. Auto-expression et hédoniste. J'ai levé la... Ok, Azra, vous aurez bientôt la parole. Veuillez m'excuser. Voilà, la parole est à vous. Bonsoir, cher professeur. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez très bien. Bonsoir. Oui, je pense que ça peut rentrer dans les deux types de motivation qu'on a vus, hédoniste et oblatif, parce qu'ils ont dit qu'on peut l'utiliser pour l'utilisation professionnelle, mais aussi personnelle. Donc, très bien. dans le cadre d'une entreprise, il peut acheter ce genre par exemple pour des professionnels, mais pour une utilisation aussi personnelle. Donc, on peut l'utiliser en tant que désir pour se faire plaisir ou aussi pour faire plaisir à d'autres personnes. Excellent, super. Merci Azra, très bonne réponse, merci. Vas-y, autre. Je ne sais pas si c'est ça. Merci. Excellent. Hassan. Malak, qu'est-ce qu'il écrit, Hassan? Très bien, Hassan. Donc, Hassan dit comme si à la fois professionnel, personnel, je suis d'accord pour Azra.
Donc, nous avons également un participant qui a levé la main, Ali Madi. Ali Madi, la parole est à vous. Ali Madi, vous avez accès au micro. Donc, je pense que nous l'avons perdu jusqu'à le retour d'Ali Madi. On va passer à Bar Ouri. La parole est à vous. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, cher professeur, et bonsoir, madame la modératrice, et merci de m'avoir passé la parole. En fait, moi, je dirais hédoniste et auto-expression. Hédoniste parce qu'on achète un PC à la base d'abord, c'est pour se faire plaisir. Je ne parle pas du cadre de l'entreprise. Niveau personnel, c'est pour se faire plaisir, ça c'est un. Et de deux aussi, il peut se trouver que dans un environnement où tu es avec tes amis, certains ont des PC qui sont plus performants que toi, pour vouloir t'exprimer, pour dire que voilà, moi aussi, je suis au même niveau que vous, tu peux t'acheter ce PC. Donc, ça devient de l'auto-expression aussi. Très Donc, bien. voilà l'idée que j'avais. Très bien. Excellente réponse. Merci. Excellent. Bravo. Donc, merci pour votre réponse. Azra, Hassan, Bao, les autres à Ferrari. Donc, motivation, c'est un mélange de motivation, mais motivation rationnelle, c'est l'usage professionnel de PC et un usage, c'est-à-dire personnel, hédoniste. Donc, c'est plusieurs types de motivation dans l'achat d'un PC. Attention, c'est le même cas dans l'achat d'une voiture, machine à laver, etc. Donc, généralement, ce type d'achat dans l'achat industriel, attention, il y a une différence entre l'achat industriel et l'achat final. C'est-à-dire, il y a une différence entre acheteur final et acheteur utilisateur industriel. L'achat final, généralement dans les produits de consommation agroalimentaire, mais dans l'achat industriel, généralement c'est des machines, des équipements industriels. L'achat, généralement, la décision d'achat prise par le consommateur dans l'achat final et par un groupe de personnes, de services techniques, des finances, dans l'achat industriel. L'achat final, c'est une décision émotionnelle, c'est-à-dire les émotions du consommateur, mais l'achat industriel, c'est un achat rationnel, loin de ces émotions. Donc, deuxième chose dans les motivations et les freins, c'est les freins. Parmi les freins, nous avons les peurs, difficulté d'appréhender par le consommateur au niveau de l'achat ou de l'utilisation du produit, inhibition, attitude rejetée par le consommateur parce que socialement rejeté ou peu conforme à ses idées ou à celles de son entourage, risque, toute décision d'achat comporte une part d'incertitude. Généralement, les risques se trouvent dans l'achat complexe. Par exemple, lorsqu'on achète une maison, un camion, par exemple. Donc, la décision d'achat comporte l'incertitude, un certain risque. Allez, vas-y. Donc, dans cette publicité de btzplus.gov.fr, c'est un site gouvernemental. Quand c'est devenu propriétaire, l'État vous soutient. On pense acheter dans 3 ans avec le PTZ+, on le fera cette année. PTZ+, c'est le nouveau soutien de l'État pour devenir propriétaire, un prix à taux zéro accessible, sans condition de ressources. Donc, nous avons ici 3 types de freins. Peur, inhibition ou bien risque.
Donc, dans cet exemple, quel type de frein dans ce message publicitaire? Allez, vas-y. Au clavier. Ou bien, vous pouvez lever la main. Donc, pour ceux qui veulent répondre à la question, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, nous allons aller avec Bar Ouri. Bar Ouri, la parole est à vous. Et nous avons également Asiari qui répond avec risque. Monsieur, pouvez revenir un peu sur le slide d'après, d'avant plutôt? Ça? Oh, oui, sur les freins. Ouais. D'accord. Merci bien, je vous reviens plus tard. D'accord. Ok. Donc, nous avons peur, inhibition, risque. Généralement, ce sont les freins connus. Donc, dans cet exemple, hein, ce message publicitaire, quel est le frein dans cette image? Est-ce que le peur, inhibition ou bien le risque? C'est un message publicitaire de, je pense, de la ministère de l'Habitat en France. Devenez propriétaire, l'État vous soutient. Ça, c'est le message publicitaire dans cette image, bien sûr, publicité. Donc, quel est le frein ici dans ce cas? Donc, Assirari dit risque. Assirari, est-ce que m'expliquer pourquoi risque? Où est le risque ici, hein? C'est un prix pour avoir un habitat, hein, devenir propriétaire de la maison. Le message publicitaire ici, c'est on pense acheter dans 3 ans. Avec le petit Z+, on le fera cette année. Azra dit... Donc, je pense que nous avons... Ah, pardon. Je pense que nous avons Ali qui a levé la main. Ali, la parole est à vous. Ali Je dit... pense que nous l'avons perdu. Écrit dans le boîte de dialogue. Vendre frein psychologie d'Ali Madi et Barou, je dirais la peur. Catherine, la peur. Même c'est la réponse de Azra. Elle dit, c'est pas clair pour moi, mais je pense que c'est la peur. Car avec le soutien de l'État, on n'aura plus peur de faire l'achat. Ouais. Avec le soutien de l'État, ouais, exactement. Ouais. Plus peur. Ali dit frein psychologique, c'est-à-dire peur ici. Donc je pense que c'est le premier type des freins, c'est les freins peur, difficulté d'appréhender par le consommateur au niveau de l'achat ou de l'utilisation du produit. Ici, on parle de produit, attention, on parle aussi de services, parce que les banques, les assurances, les hôpitaux, les universités donnent des services. Hein. Ce sont des prestataires de services. Donc, le marketing des produits, et attention, des services aussi. Ça, c'est le service des crédits, hein, avec 0 intérêt dans 3 ans pour avoir une maison, par exemple.
on peut voir, maintenant on passe à autre chose, les attitudes. Hein. Les attitudes, c'est parmi les facteurs individuels, ou bien les facteurs internes qui influent le comportement du consommateur. Une attitude est une tendance ou prédisposition d'un individu à évaluer d'une certaine manière un objet ou un service. La personnalité, c'est le cinquième facteur. Ce sont les différents traits de caractère d'un individu et lorsque l'on fait des études de personnalité, on comprend mieux le comportement des consommateurs. Attention, dans la personnalité, nous avons plusieurs types de personnalité. Donc, nous avons l'acheteur, ou bien le consommateur opportuniste. L'acheteur opportuniste n'achète pas forcément ce dont il a besoin, mais ressortir du magasin avec un autre article que celui l'ayant décidé à faire vendre. Un autre type d'acheteur, ou bien de consommateur, c'est l'acheteur pratique. L'acheteur pratique ne fait jamais l'achat compulsif, mais son acte s'inscrit dans une démarche disciplinée, mûrement réfléchie. Il respecte une liste préalablement établie et ce dont la limite de budget qu'il est fixée. Nous avons aussi l'acheteur impulsif. L'acheteur impulsif se caractérise par son goût immodéré et irrépressible à l'égard des dernières nouveautés, curieux et avide de changement. Il achète sous l'effet d'impulsion du moment, sur un simple coup de tête, son acte d'achat souvent irréfléchi et motivé par le désir d'acquérir à tout prix l'objet de ses convoitises. Autre type de personnalité des acheteurs ou bien des consommateurs, c'est l'acheteur suiveur. L'acheteur suiveur obéit au phénomène de mode en suivant les tendances et les choix des autres consommateurs. Ce type de consommateur se laisse facilement convaincre par le vendeur du produit et constitue de fait une cible de premier choix. Autre type, bien sûr, c'est l'acheteur rêveur, bien le consommateur rêveur. L'acheteur rêveur écrème plusieurs magasins, mais sans avoir ce qu'il va acheter. Il peut se laisser l'influencer et guider par un visuel attrayant ou une publicité, soit vue auparavant, soit directement sur le lieu de vente. Autre personnalité, c'est l'acheteur, bien le consommateur averti. Un acheteur averti ne se laisse pas convaincre facilement. Il porte une attestation particulière à la qualité et au prix du produit convoité. Il fait l'appel aux comparateurs en ligne et n'hésite pas à mettre en concurrence toutes les marques pour acquérir la meilleure. Autre type de personnalité, c'est l'acheteur de bonnes affaires. Hein? L'acheteur de bonnes affaires privilégie les périodes de promotion. Il fait son shopping pendant les soldes ou les offres exceptionnelles des opérations telles que les Black Friday, les ventes privées, etc. Pour les courses, il utilise des bons de réduction et se tourne vers l'achat en ligne si l'offre s'avère plus intéressante ou les frais support offerts. Autre type de personnalité ici, c'est l'acheteur négociateur. L'acheteur négociateur n'hésite pas à pas réclamer des réductions en cas de défaut de l'article. Toujours, oui. Je pense qu'il y a un problème de partage. S'il est possible d'arrêter le partage et de le repartager à nouveau. Oui, d'accord. Attends, je vais partager maintenant l'écran. Est-ce que l'écran est partagé maintenant? Oui, les facteurs individuels, n'est-ce pas? Ou bien... Les facteurs, nous allons arrêter sur la personne, les types de personnalité. Donc, on va parler sur quelques
exemples de personnalité. Nous avons l'acheteur fan de la marque. Aussi, il y a les acheteurs, ou bien l'acheteur, le consommateur de niche, et l'acheteur, ou bien le consommateur suiveur, c'est-à-dire qu'il est facilement influencé par les autres. Le sixième facteur individuel qui influence le comportement du consommateur, c'est le style de vie. Hein. Le style de vie, l'étude du style de vie permet un regroupement d'individus qui ont le même type de comportement de consommation, ce qui facilite la mise en place d'une stratégie marketing propre à chaque groupe de consommateurs. On peut donner un exemple. Attends. L'exemple du constructeur automobile, par exemple Ferrari ou bien Lamborghini. Donc, il y a plusieurs marques de voitures, des constructeurs d'automobiles, mais il y a des marques orientées vers une cible, ou bien vers une niche de marché, si vous voulez, qui ont un style de vie ou bien un mode de vie très spécifique. Je te donne par exemple l'exemple de Ferrari ou bien l'exemple de Lamborghini, Maserati. Ce sont des marques automobiles. Bien sûr, ce sont des automobiles de luxe. Donc, ces entreprises aussi, comme Bugatti, oui, merci, bravo. Bugatti aussi, Bugatti, c'est la même stratégie. C'est Bugatti, Maserati, cible certaines personnes, généralement sont les footballeurs, hein, les sportifs, les chanteurs, les acteurs, hein, qui ont le même style de vie. Un style de vie se caractérise par les activités, les opinions et les attitudes. Généralement, dans le monde du marketing, on parle de ce qu'on appelle les classes sociales. Hein. Donc, nous avons les classes sociales et le groupe de référence. Et bien sûr, il y a leader d'opinion. En anglais, opinion leaders. Leader d'opinion qui est inspiré du ministère de la Défense, du ministère de la Guerre allemand Goebbels, qui parle sur the two steps follow-up communication, c'est-à-dire comment utiliser les leaders d'opinion dans l'opération, bien le processus de communication. Bien sûr, c'est le travail de Claude Shannon dans la théorie mathématique ou bien la théorie linéaire de communication. Et après, la communication à deux étapes, the two steps follow-up de communication. Chez nous, c'est Adhan al-Maghrib. Hein. Donc, voici ce message publicitaire. Que cherche à construire ce message. Donc, que cherche à construire ce message. C'est un message de l'autorité de la sécurité routière. Le message, c'est tous responsables. Avant de monter dessus, apprenez à le maîtriser. Donc, que cherche à construire ce message? À vos claviers, hein, je attends vos réponses. Pour ceux qui veulent répondre à la question, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Qui veut répondre à la question? Vous pouvez participer soit en levant la main, soit en écrivant sur le chat. Personne? Allez tout le monde! Qui a bien suivi ce que Dr Abdelwahab vient d'expliquer? Prouvez-le, prouvez-le, prouvez-le!
Je cherche à construire ce message. Donc, on a un message, je crois qu'une publicité. Avant de montrer dessus, apprenez à la maîtriser. Donc, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Docteur, s'il est possible de donner quelques indices aux participants. Oui. Donc, c'est un message publicitaire. Azra a dit... Voilà, on a une réponse d'Azra. C'est un message préventif. Excellent, excellente réponse. Donc, c'est un message de l'autorité de la sécurité routière en France, tous ses responsables. C'est un terrain ou bien un champ spécialement pour les chevaux. Hein. Donc, il y a un scooter au lieu d'un cheval. Donc, avant de monter dessus, apprenez à le maîtriser, c'est-à-dire, c'est un message, on peut dire que cette heure de formation devient obligatoire pour les titulaires du permis B souhaitant conduire en deux roues de moins de 125 cm3 ou un scooter à trois roues. Pour en savoir plus, rendez-vous sur conduire en deux roues.gouv.fr. Donc, oui, exactement, Ali. Merci, Ali. Renforcer la sécurité, c'est renforcer la sécurité routière. Ça, c'est le message publicitaire, ou bien c'est le message de cette publicité. Maintenant, on passe à autre facteur d'environnement, c'est les facteurs externes ou bien les facteurs d'environnement. Une modification de l'environnement du consommateur peut provoquer l'activation de nombreux besoins. Les besoins du consommateur peuvent provoquer l'activation de nombreux besoins. Les besoins activés par de tels facteurs sont souvent internes et conduisent presque toujours à un comportement. Nous avons premièrement l'environnement culturel, économique et politique. Les valeurs sociales, les normes, la culture varient d'une région à l'autre et le marketing doit prendre en compte ces variations. L'influence des groupes, bien ce qu'on appelle les groupes de référence. Attention ici, c'est les groupes de référence, les collègues dans la classe, dans un parti politique, dans une association, sont des groupes de référence. L'individu va tenter d'être conforme au groupe auquel il appartient et à celui auquel il veut appartenir. Donc, par exemple, nous sommes à Mid-Ocean University, un groupe de référence. On partage les mêmes valeurs, même idées, même presque coutumes, même traditions, etc. La classe sociale délimite les comportements de consommation. La famille qui agit en tant que modèle, mais aussi par une influence directe. La famille, bien sûr, c'est l'exemple direct de groupe de référence, ou bien l'influence des groupes. Donc, je pense que je dois terminer ici. Donc, je vais faire une conclusion de notre panel d'aujourd'hui. Donc, le comportement de consommateur, c'est très important, surtout dans l'élaboration de la stratégie marketing. Le consommateur, ou bien qui s'appelle le black box, ou bien la boîte noire, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans cette boîte noire, influence par deux groupes des facteurs internes ou bien des facteurs psychologiques et facteurs externes ou bien des facteurs environnementaux.
Les facteurs internes, c'est la personnalité, la perception, les besoins, les attitudes. Et les facteurs externes, c'est les facteurs culturels, environnementaux, économiques, hein, les groupes de référence, les classes sociales, et bien sûr, la famille, c'est le plus influence. Donc, il y a aussi une nécessité de comprendre le comportement du consommateur, parce que dans l'élaboration de la stratégie marketing de l'entreprise, on doit comprendre où c'est bien répondre aux questions qui, quoi, quand, comment et avec quel coût. Bien, c'est-à-dire qui est l'acheteur, qui est l'influenceur, qui est le décideur, parce qu'il y a une différence entre l'acheteur, le décideur, l'influenceur et l'utilisateur. Hein. Et enfin, on peut déterminer la cible par le message publicitaire, par les stratégies de 4P, c'est-à-dire le marketing mix, les 4P, product, price, place and promotion, le produit, le prix, la promotion et la distribution. Et ensuite, il y a trois autres, ici le marketing mix élargi, les trois autres P, persons, les personnes, physical evidence and process. Ça, c'est dans le cas du marketing des services, bien sûr, dans le domaine de l'enseignement, hospitalier, les banques, les assurances, etc. Donc, ça, c'est à peu près notre séminaire d'aujourd'hui qui parle sur le comportement du consommateur. Donc, je vous attends votre débat, hein, votre question. S'il y a des questions, bien sûr, je suis à votre disposition. Donc, la parole est à vous, mademoiselle Malek. Merci infiniment à vous, docteur, pour vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Les écrire, pardon. Donc, on a une question de Barouri. Barouri, la parole est à vous. D'accord, merci. Merci beaucoup, cher professeur. C'était vraiment intéressant et j'ai beaucoup appris grâce à vous. Donc, ma question est la suivante. Et vu qu'on parle de marketing, du comportement du consommateur, je suis sûr que vous êtes un peu pensé sur certaines grandes entreprises qui revendent dans le marché ou qui monopolisent presque le marché, comme Apple, ceux qui vendent des iPhones, et Samsung. Comment ça se fait? Ils sont actuellement leaders dans le marché, les deux, alors qu'on peut découvrir d'autres personnes qui revendent des téléphones qui sont à peu près de même qualité, voire même plus, mais ils n'ont pas beaucoup de clients par rapport à Apple ou Samsung. Donc, quel marketing ces deux-là appliquent pour monopoliser presque le marché? Merci. C'était ça ma question, docteur. Excellent, excellent. Bravo. Merci, merci, merci pour votre question. Donc, dans le marché de technologie, hein, le marché de technologie, parce que lorsqu'on parle de Apple, Samsung, Huawei, etc., ce sont des entreprises ou bien des firmes qui travaillent dans le high-tech, bien la technologie. Donc, dans ce domaine, la concurrence est très, très dure, hein, attention, mais ces entreprises font des recherches marketing, des études de marché sur le comportement du consommateur, les besoins des consommateurs, ce qui concerne les caractéristiques techniques de ces produits, la caméra, l'ergonomie, la batterie, hein, l'utilisation, le processus, bien le processeur, l'écran, etc. Ce sont des détails très importants. Ces détails inspirés par des études, par des enquêtes faites
au niveau des marchés, hein, des marchés bien sûr, des tours de marché, marchés internationaux. Donc, chaque amélioration dans ces produits, c'est le résultat d'une enquête ou bien étude de marché, bien sûr, parce que, attention, le comportement de consommateur évolue avec le temps et ces entreprises essayaient d'être au niveau des attentes de sa clientèle. Mais dans l'industrie de high-tech, ou bien l'industrie technologique, l'étude du comportement de consommateur est très cruciale et très importante dans l'élaboration de différentes stratégies marketing. Merci pour votre question, c'est très important. Hein. Autre question? Super. Donc, passons aux questions qui se trouvent sur le chat. Nous allons à l'IMADI. Comment identifier les besoins des consommateurs pour un produit spécifique? Comment identifier? Bien sûr, chaque entreprise doit faire des enquêtes sur le terrain ou bien étude du marché. Soit cette étude faite par l'entreprise lui-même, ou bien on peut orienter vers un bureau d'études, bien un bureau qui est spécialisé dans les études de marché pour avoir des informations sur les caractéristiques des consommateurs. Attention, il y a une différence entre les consommateurs de zone à autre zone géographique, d'une classe à une autre classe géographique, classe sociale, le revenu des personnes, le niveau de vie, le style de vie. Par exemple, on ne peut pas vendre des réfrigérateurs ou cercles polaires, Alaska ou bien l'Esquimau. Et on ne peut pas vendre des radiateurs de chauffage, etc., dans les zones de Grande Sahara. Donc attention, c'est très important d'étudier les caractéristiques des consommateurs. Quels sont votre consommateurs, son âge, son habitude d'achat, la géographie, c'est-à-dire les zones géographiques de ces consommateurs, le style de vie, les préférences de ces consommateurs, le sexe, hein, masculin, féminin, l'âge, les adolescents, les jeunes, est-ce que des enfants, est-ce que des vieux. Hein. Donc, ces détails, c'est très important pour identifier les besoins du consommateur. Mais l'essentiel, bien, le très important dans l'élaboration, dans l'identification des besoins du consommateur, c'est généralement les enquêtes ou bien les études du marché, les études, les sondages d'opinion, mais sur le terrain. Super, donc nous avons une autre question de Bourhan Jabir Samir Din. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Comment convaincre les consommateurs de nous faire confiance? C'est un défi pour les entreprises d'avoir la confiance des consommateurs. C'est très difficile parce que c'est un processus, ce qu'on appelle le processus de fidélisation. Et on va essayer de programmer, Inch'Allah, une autre session sur le CRM, Customer Relationship Management. Comment fidéliser la clientèle, c'est-à-dire comment garantir la confiance du consommateur. C'est un sujet très important qui est en relation directe avec le branding, le brand. Attention, le brand, entre parenthèses, c'est la marque. Non, je parle de le brand des produits et attention, même le brand de personnalité ou bien de la marque de l'entreprise. Donc, je te donne l'exemple de Sony, par exemple. Hein. Sony a réussi de garder la confiance de sa clientèle parce que généralement, les produits Sony, c'est produits de marque. Autre exemple de Mercedes, par exemple, généralement, Mercedes
c'est l'équivalent de la robustesse, de la robustesse, un style de vie, etc. Donc, ces marques, Mercedes, Sony, comme dit Apple, ce sont des entreprises qui ont réussi de fidéliser sa clientèle et de créer une brand ou bien une marque dans l'esprit des consommateurs. Généralement, lorsqu'on parle d'utilisation, on parle d'un état d'esprit. Un client fidèle, c'est un client qui a un état d'esprit, hein, parce que il y a une stratégie dans les stratégies principales de Michel Porter, c'est il y a la domination par les coûts, la diversification et le positionnement. Le positionnement, c'est dans l'esprit ou bien dans le moral de le consommateur. Donc, c'est très important de garder la clientèle. Il y a plusieurs stratégies en marketing qui déroulent sur comment fidéliser la clientèle. Le confort, oui, merci Barreau. Barreau dit le confort. Mercedes, la robustesse, le confort, etc. Oui. Super, donc passons à la question d'Ali Hamidi. Comment segmenter un marché en fonction du comportement des consommateurs? Ici, il y a plusieurs critères. Il y a ce qu'on appelle les critères de segmentation. On peut segmenter le marché, par exemple, le marché des vêtements. Le marché des vêtements. Le marché des vêtements se compose de plusieurs marchés, ou bien de sous-marchés. Il y a, par exemple, les vêtements des nouveau-nés et les bébés, par exemple. Il y a les vêtements pour les femmes. Même pour les femmes, il y a les vêtements de soirée, exact. Donc, pour hommes, pour femmes, pour les adolescents. Attention, j'ai un exemple de quelques maisons, de quelques boîtes, telles que par exemple Zara, Bershka, qui ont une stratégie de segmentation. Dans ces magasins, ils ont essayé de partager les rayons pour hommes, pour enfants, pour les bébés. Donc, ils ont travaillé sur plusieurs segments du marché. Donc, généralement, les critères de segmentation, c'est le sexe, la classe sociale, le revenu, hein, la géographie, c'est très important, est, ouest, nord, sud, hein, comme chez nous. Hein, il y a plusieurs, ici en Algérie, il y a plusieurs entreprises qui utilisent ces critères de segmentation. Mais la segmentation est une stratégie très importante parmi les stratégies marketing. Le confort, exactement. Houssem a dit comment satisfaire et stabiliser les besoins des consommateurs dans un contexte où le marché est concurrentiel et que ces besoins changent dans le temps. Ah, ça, c'est le défi. Hein. Houssem, ça, c'est le défi. Comment satisfaire les besoins des consommateurs dans un contexte concurrentiel ou bien dans un contexte qui change dans le temps. Ça, c'est écoute, c'est dans certains temps, ce qu'on appelle le cycle de vie de produit. Le cycle de vie passe généralement par 4 ou bien 5 phases. C'est la phase d'innovation, bien la création, la phase de lancement, la phase de croissance, la phase de maturité et la phase de déclin. Généralement, le cycle de vie dans le passé était long, mais maintenant, je pense, parmi les caractéristiques de nos jours, du marché de nos jours, c'est un cycle de vie très court. Je te donne un exemple. Il y a quelques produits qui vivent. Je te donne l'exemple de la marque Volkswagen, par exemple. Une série qui s'appelle Golf. Golf, Volkswagen, série 1, série 2, série 3, série 4, série 5, série 6, et série 7, et maintenant
ils ont lancé série 8. Donc, cette voiture, depuis les années 40 ou bien 50 jusqu'à nos jours, en 2025, il y a un produit. Mais ça, c'est dans l'industrie automobile. Le défi, c'est dans les marchés de high-tech, ou bien le marché technologique. Je te donne l'exemple des Docteur? Docteur, nous n'arrivons plus à vous recevoir. Si c'est possible de vérifier votre connexion, s'il vous plaît. Docteur? Donc, docteur, oui, vous êtes de retour. Pardon. Donc, ça c'est à peu près, généralement, il y a une relation avec le cycle de vie du produit. Hein. Il y a des produits à un cycle de vie très long, mais généralement, les produits technologiques, les produits du high-tech, ont un cycle de vie très court. Hein. Autre question de... Oui, nous avons une autre question d'Hassan. Hassan, Avec oui, les produits démodés, quel type de frein publicitaire peut-on rencontrer si jamais on décide de les redonner une seconde vie? En seconde vie, généralement, les entreprises utilisent the pattern model, c'est-à-dire, en arabique, we say النموذج النتوئي. Lorsque le produit dans la phase de déclin, avant la phase de déclin, dans la phase de maturité, déjà l'entreprise lance des améliorations, des innovations, rénover le produit pour, c'est-à-dire garantir un cycle de vie très long. Donc, généralement, c'est le rôle de RD, recherche et développement, service de recherche et développement, dans les compagnies ou bien les firmes respectées. Parmi les fonctions d'entreprise, les fonctions production, approvisionnement, ressources humaines, marketing, il y a RD, ou bien recherche et développement. C'est département, bien fonction responsable de l'innovation, de l'innovation des produits, nouveaux produits, ou bien d'améliorer les produits existants. Donc, oui, c'est vrai, les freins publicitaires. Donc, généralement, le marketing essaye de garantir le maximum pour le produit généralement utilisé pour les efforts publicitaires utilisés généralement dans la phase de lancement et la phase de croissance. Parce qu'il y a un modèle d'analyse stratégique qui s'appelle le modèle BCG. BCG, c'est le modèle Boston Consulting Group. Boston Consulting Group, c'est le modèle américain BCG. Chaque phase de vie, hein, a un équivalent dans cette matrice. Par exemple, il y a quatre cadres. Nous avons la part de marché et le taux de croissance. Nous avons le premier casé, c'est le casé de le dilemme, qui est l'équivalent de la phase de lancement. Le dilemme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître est-ce que le produit va réussir ou à un échec. Le cadran suivant, c'est le cadran de le star, hein, les produits stars. C'est l'équivalent de la phase de croissance. Et suivant la case, c'est la case de la vache à lait, hein, produit vache à lait, parce qu'on parle ici de cash flow. C'est l'équivalent de la phase de maturité. Et enfin, les points morts ou bien les poids morts, c'est l'équivalent de la phase de déclin
bien l'abandon des produits. Ali, salam docteur, merci pour tout. Ma question c'est comment faire pour convaincre le consommateur dans un produit ou de plusieurs marchés vont le même produit, quelle est la stratégie qu'on peut utiliser pour avoir des clients et aussi être fidèle. Ça, c'est le défi des entreprises d'aujourd'hui. Comment fidéliser la clientèle et comment convaincre ces consommateurs dans un contexte concurrentiel, dans un marché concurrentiel. Généralement, on a besoin d'élaborer une stratégie marketing complète qui a une relation avec les 4 pays, produits, la qualité du prix, les caractéristiques du prix. Il faut ce produit satisfaire les besoins les besoins des consommateurs. Le mode la stratégie de prix, les réductions, les promotions des ventes, etc. Stratégie de distribution, est-ce que produit à distribution directe ou bien utiliser des intermédiaires, les canaux de distribution, et enfin le promotion mix. Le promotion mix, c'est advertising, la publicité, la force de vente, l'utilisation de une publication, quel outil publicitaire utiliser, est-ce que la publicité dans la radio, dans la télévision, dans le mobile, c'est-à-dire marketing digital, on utilise les technologies digitales. Donc, c'est une stratégie complète marketing qui peut cibler la clientèle ou bien les consommateurs avec des critères bien sûr ciblés à l'avance. Jusqu'à maintenant, on peut identifier le comportement sur les freins, mais comment le convaincre à acheter, surtout quand le problème est plutôt émotionnel que financier. Hassan, merci pour votre question. Ça, c'est très important. Hassan dit que on peut identifier le comportement des consommateurs, les freins, etc. Mais comment les convaincre à acheter, surtout quand le problème est plutôt émotionnel que financier. Donc, généralement, l'achat émotionnel, c'est dans l'achat final. Lorsqu'on parle de consommateur final, ou bien grand public. Mais dans le marketing industriel, je ne pense pas que c'est un achat émotionnel, c'est un achat rationnel, parce que c'est un achat, la décision d'achat prise par un groupe, des spécialistes, des techniciens de différents départements. Les montants dans l'achat final, c'est des montants faibles, mais dans l'achat industriel, c'est des montants très importants, c'est un budget d'entreprise. Donc, comment convaincre? Généralement, les convictions ont une relation directe avec les messages publicitaires ou bien la stratégie de communication d'entreprise. Il faut élaborer une stratégie promotionnelle, bien publicitaire, bien prise. Je suis désolé, j'arrive à créer pour l'autre compte Ali Mohamed. Je suis obligé d'utiliser d'autres téléphones. Donc, je suis là en deux Ali Mohamed. Désolé pour ma question suivante. Comment fidéliser un consommateur dans un environnement concurrentiel? Pour fidéliser la clientèle, généralement, ça a une relation avec l'historique de marketing. La première étape de marketing, c'est l'orientation produit, qui se présente avec Henry Ford. C'est le premier constructeur d'automobiles dans le monde. Donc, l'offre, c'est moins que la demande. Après, nous avons l'orientation vente, c'est-à-dire comment vendre les produits de l'entreprise. Et dans les années 60-70, nous avons l'orientation marketing et le marketing moderne. Et maintenant, nous sommes passés de le marketing 1.0 à 2.0 à marketing 3.0 et maintenant, nous sommes au marketing 4.0. Parce que maintenant,
le marketing digital, assisté par l'intelligence artificielle. Généralement, il y a un flux très important. Donc, utilise les algorithmes, utilise l'intelligence artificielle, utilise, il y a aussi maintenant, il y a des grandes entreprises, des grandes firmes telles que Google qui offrent quelques services comme Google AdSense, Google Ads, pour cibler votre clientèle, qui vous donne des indices. Il y a aussi Meta, ou bien Facebook, avec des annonces sponsorisées. Hein. C'est un type de marketing digital, bien sûr, ou bien marketing électronique. Donc, maintenant, le marketing est devenu très, très, très complexe et très crucial dans le monde, du monde concurrentiel aujourd'hui. Hassan, merci, Sandou Kamata. Donc, je pense que ça c'est généralement à peu près les questions de notre chers auditeurs, chers étudiants, ou chers participants dans cette conférence. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Azra, est-ce qu'il est là? Azra. Azra, vous êtes là? Donc, nous avons quelqu'un qui a levé la main. Je pense que... Oh, il a baissé la main maintenant. Ah bah, je crois qu'on a des timides ici. Donc, pour ceux qui ont d'autres questions, vous pouvez soit lever la main, soit les écrire sur le chat pour les poser. Il y a des questions? Ah voilà, nous avons une question de Hassan Swarifan Mohamed. S'il y a quelque chose que j'ai retenu, c'est que l'IA a un rôle majoritaire sur le marketing. Je pense que Ouais, c'est un avis. ouais, ouais. L'intelligence artificielle est très, très impliquée dans le monde du marketing parce que maintenant, généralement, on utilise les smartphones, les téléphones portables. Donc, il y a l'implication de l'intelligence artificielle dans le monde du marketing. Il y a des algorithmes qui, pas des personnes, c'est des algorithmes qui peuvent analyser votre personnalité, votre perception, votre personnalité. Hein. Donc, c'est très important. Généralement, c'est la tendance maintenant, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde du marketing. Hein. Donc, c'est la réalité dans nos jours. Hein. Oui, c'est très important d'utiliser l'intelligence artificielle dans le marketing, surtout dans le marketing digital. Merci Hassan pour votre question et votre intervention serait très importante. Nous avons une autre question d'Hassan. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous mentionner quelques applications à utiliser? Dans quel domaine? Est-ce que dans le domaine de marketing ou quel domaine? Veuillez, s'il vous plaît, Hassan, indiquer le domaine. Ah, d'accord. Chauffe, écoute, dans le... Ouais, je vais vous demander de notre programme prière. Business plan, s'il vous plaît. Dans le domaine marketing, je te conseille de faire des cycles de formation. Il y a quelques formations gratuites. Je te donne l'exemple de marketing digital. Cette formation offerte par Google et avec certification. Hein, c'est une formation certifiée
je te conseille de cette formation comment devenir un marketeur, si vous voulez, digital. Et dans cette formation, vous apprenez les techniques, comment faire le ciblage, comment sponsoriser, comment utiliser Google Ads, Google AdSense, Meta Ads et quelques techniques qui sont utilisées généralement dans le monde du marketing digital. Donc, il y a aussi quelques sites tels que Udemy, Udemy, qui offrent des cycles de formation dans le domaine du marketing. Hein. Même dans notre université Mid-Ocean, de temps en temps, on va programmer quelques cycles de formation, quelques séminaires sur le marketing général, le marketing digital, pardon, et les techniques du marketing, etc. Catherine, moi, je voulais vous demander dans votre programme prière de programmer un séminaire sur l'élaboration des business plans, s'il vous plaît. Madame Malek, Catherine a demandé séminaire sur l'élaboration de business plan, BP, business plan. Donc, est-ce qu'on peut programmer un séminaire sur le business plan? On peut discuter cela, docteur. Il n'y a pas de souci pour une proposition d'un séminaire, pourquoi pas? Oui. Donc, Catherine, on va essayer de programmer, Inch'Allah, dans les prochaines semaines, un séminaire sur l'élaboration du business plan. Et aussi, il y a un autre terme, c'est le BMC. Hein, le BMC, le Business Model Canva. Très important. L'élaboration du business plan et le BMC, le Business Model Canva. Super. Donc, il y a une demande si vous pouvez envoyer les sites et formations marketing digital par écrit via le chat, il n'y a pas de souci. Et nous avons également une question de programme. Quelles sont les limites pour se familiariser aux clients, s'il vous plaît? Il y a des techniques maintenant, des techniques, par exemple, les entreprises qui travaillent sur le marketing digital utilisent ce qu'on appelle les chatbots. Les chatbots, ce ne sont pas des êtres humains, c'est des robots, hein, c'est des bots qui répondent aux questions des clients. C'est-à-dire maintenant, il y a l'utilisation des robots, des chatbots, l'IA, l'intelligence artificielle, dans le domaine du marketing. L'utilisation de ces techniques garantit l'utilisation ou bien de répondre aux attentes ou aux questions des clients 24 sur 24, 7 sur 7. Parce que ce sont des robots, bien des algorithmes qui répondent aux questions de ses clients. Ayoub demande des marketing digital. Là aussi, Inch'Allah, on va essayer de programmer un cycle ou bien un séminaire sur le marketing digital. Vas-y. Super. Donc, je crois que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, voulez-vous ajouter quelque chose, docteur? Merci pour votre attention. C'est très bonne soirée. On va, Inch'Allah, va programmer deux sujets, Inch'Allah, le business plan et le marketing digital. Je te promets, Inch'Allah. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts.